projet transatlantique a commencé il y a 2 ans et demi, en juillet 2013, pour le lancement de la négociation. Même nous, au fond, on dit en permanence c'est une négociation de libre-échange. Et c'est d'ailleurs ce que signifie en anglais le TAFTA. Ça n'est pas une négociation de libre-échange. Parce qu'au fond, le libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, il est déjà quasiment omniprésent. Si on sort l'agriculture, et j'y reviendrai parce que c'est un sujet extrêmement important des relations transatlantiques, si on sort l'agriculture, il y a déjà de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, que ce soit très largement sur les biens, sur les services ou sur les investissements. L'Europe et les États-Unis, c'est déjà un peu plus d'un tiers du commerce mondial, donc tout va bien jusqu'à maintenant, quand je suis européen et que je veux exporter aux États-Unis, ou quand je suis américain et que je veux exporter en Europe. Alors, quelle est cette négociation? Au fond, ce qui fait la grande spécificité de cette négociation, au-delà du fait qu'elle touche les 2 premières puissances commerciales du monde, c'est que l'objectif déclaré de cette négociation, c'est d'harmoniser les règles et les normes qui, évidemment, aujourd'hui diffèrent entre l'Europe et les États-Unis. Merci de cette entrée discrète. Je pense que tu as droit à quand même une chaise. Donc c'est une négociation sur les règles et sur les normes, où l'idée, c'est d'harmoniser ces règles et ces normes parce que les entreprises, évidemment, ont un intérêt évident à ce qu'il y ait les mêmes règles entre l'Europe et les États-Unis. Quand vous produisez d'une certaine façon pour le marché européen, vous avez envie que cette production, elle soit exactement identique pour le marché américain. Qu'il y ait des différences entre l'Europe et les États-Unis, on le comprend bien, peut être un souci pour les firmes multinationales, notamment qui sont les grandes actrices du commerce transatlantique. La difficulté, c'est que ces normes et ces règles, il peut y avoir des procédures administratives qu'il faut supprimer. Qu'il n'y ait pas la même taille de rétroviseur sur les véhicules entre l'Europe et les États-Unis, ça paraît assez couillon dans l'ensemble, et qu'au fond, on mette en place un système pour qu'il y ait les mêmes tailles de rétroviseurs sur les 2 continents, ne pose évidemment pas de problème. Là où commencent les problèmes, c'est que les normes et les règles sont aussi beaucoup ce qui encadre l'économie, ce qui encadre la société. Quand il s'agit du rétroviseur, ce n'est pas un problème. Mais quand on commence, dans la négociation, à avoir la santé, quand on commence à avoir la protection des données personnelles, quand on commence à avoir ce qui touche à l'environnement, aux droits sociaux, aux services publics, à nos choix d'alimentation, à nos choix de méthode de production, le principe de précaution, quand on touche même à la question de la finance ou des marchés publics. Là, on entre dans une négociation qui touche, vous le voyez bien, à des règles qui sont d'abord des choix de société. Qui sont des choix de société qui ont été construits démocratiquement, parfois sur des décennies. Si je prends la question des services publics, c'est une construction politique. Je ne sais pas jusqu'où on peut, au fond, remonter pour dire ce qui fait la spécificité à la fois du modèle européen et au sein du modèle européen de différents modèles de services publics. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais en tout cas, c'est un construit démocratique de longue date. Si on pense à la question des OGM, c'est évidemment plus récent, mais c'est le résultat d'un combat militant qui a fait qu'au fond, aujourd'hui, en France, on ne cultive pas d'OGM. On en consomme à travers les importations, mais on n'en cultive pas. Et on pourrait ajouter comme ça, les uns après les autres, tous les sujets qui font que ce qui est sur la table des négociations, c'est pas le fait qu'un jean va traverser l'Atlantique de manière facile. C'est pas ce qui fait le cœur de la négociation, c'est bien des choix de société, une organisation démocratique de la régulation
qui est considéré par les grands acteurs du commerce comme de la finance, comme des contraintes à leurs affaires. Je voulais exclure tout à l'heure la question de l'agriculture, du libre-échange. Et c'est vrai, et heureusement, dans l'agriculture, ça n'est pas le libre-échange. Une ferme aux États-Unis, en moyenne, c'est 170 hectares. En Europe, c'est 13 hectares. Aux États-Unis, vous pouvez utiliser des OGM, vous pouvez utiliser des hormones de croissance, des accélérateurs de croissance, vous pouvez à peu près utiliser tout ce que vous voulez pour produire. Leur système, c'est qu'à la fin, normalement, ça doit être mangeable. Donc, vous plongez la carcasse dans des solutions javellisées, par exemple. C'est ça le poulet chloré. Mais au fond, vous n'avez même pas un vétérinaire public dans les abattoirs aux États-Unis. C'est la responsabilité de l'abattoir. S'il fait une connerie, ils n'ont pas le principe de précaution, ils ont le principe de réparation. S'il fait une connerie, qu'il y a une intoxication alimentaire ou des morts, ce sera le propriétaire de l'abattoir qui en prendra plein la figure. Regardez ce qui se passe avec Volkswagen. Volkswagen a triché, ils vont en prendre plein la casquette. Mais, au fond, on ne contrôle pas tellement en amont la façon dont c'est produit, dont c'est fait, mais il y a un certain nombre de règles à respecter, et si vous trichez à la fin, vous payez très cher. Mais au fond, qu'est-ce qui se joue? Vous le voyez bien, sur la question des OGM, sur la question du bœuf aux hormones, ou sur la question du bœuf chloré. C'est évidemment nos choix en termes d'alimentation. Qu'est-ce qui fait la richesse d'une alimentation? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Et c'est évidemment nos choix en matière de méthodes de production agricole. En Europe, on a aussi, pour partie, le modèle productiviste qu'on combat. On a aussi la ferme des 1000 vaches en Picardie que l'on combat. Mais on n'a pas encore la ferme des 30 000 vaches. Mais on a ça. Mais, je dirais, la force et l'importance du débat européen sur l'agriculture, c'est d'avoir la possibilité de nous défendre. C'est d'avoir la possibilité de vouloir réformer la politique agricole commune. C'est d'avoir la possibilité de s'opposer aux OGM, aux bœufs aux hormones et aux poulets chlorés. C'est au fond d'avoir toujours un espace démocratique dans les régions, au niveau national, au niveau local, au niveau européen comme au niveau mondial, pour défendre l'agriculture qu'on veut. Quoi qu'on en dise, et on sait tous ici le poids de la FNSEA sur le modèle agricole européen. Pas simplement français, européen. Mais au fond, à un moment, la politique agricole commune, elle se décide à l'échelle européenne. Et c'est des rapports de force politiques. Ce qu'on défend, nous, au fond, dans ce combat contre le traité transatlantique, c'est la possibilité de mener des combats démocratiques. C'est la possibilité de mettre en œuvre, de décider, de se battre, de mettre en œuvre des régulations qui servent la santé, qui servent l'environnement, qui servent les droits sociaux, qui servent l'intérêt général. Et c'est ça, au fond, le grand danger du traité transatlantique. C'est que ça n'est pas un traité sur le libre-échange. C'est un traité sur les espaces démocratiques. C'est un traité sur qui décide de nos règles de vie commune. Est-ce que ce sont encore, et on sait que c'est un combat, est-ce que ce sont encore les citoyens, quand ils sont à l'échelle d'une région, qui peuvent décider d'interdire tel pesticide, tel OGM, de mettre en place, je ne sais pas, des règles sur la pollution de l'air, d'organiser les services publics au niveau d'une ville, de remunicipaliser la gestion de l'eau, de protéger les libertés individuelles et les libertés publiques quand il s'agit, par exemple, des transferts ou de l'utilisation commerciale des données personnelles. C'est ça qu'on défend. Nous, ce qu'on défend, c'est la possibilité d'avoir un débat démocratique sur la façon dont la société vit, sur la façon dont la société s'organise. Et ce traité veut organiser un transfert de cette souveraineté, de ce pouvoir, des citoyens, des institutions, vers les multinationales. Tu le citais, Agnès, la question des tribunaux arbitraux, des tribunaux privés. Qu'est-ce que c'est que ça? On se dit,
on est dans un pays où, en Europe, on a quand même un système juridique à peu près solide. Aux États-Unis, c'est pareil. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Corée du Nord, ou on n'est pas dans je ne sais pas quelle république bananière. On a des systèmes juridiques solides. Si une entreprise américaine n'est pas contente d'une décision de l'État, elle peut aller devant un tribunal administratif et son affaire est jugée, elle est tranchée. Mais la force de nos juridictions, dans le principe, et je crois quand même globalement dans la réalité, c'est que les magistrats sont des magistrats qui relèvent de la puissance publique, qui relèvent au fond d'un service public de la justice et qui arbitrent d'abord en prenant en compte l'intérêt général, en prenant en compte évidemment l'intérêt particulier, mais au regard de ce que signifie l'intérêt général. La différence, quand Vinci se fera bananer sur Notre-Dame-des-Landes, quand l'État finalement dira « bon, ce projet, il est vraiment débile, Valls, il dit vraiment des conneries tous les jours, on va arrêter le projet Notre-Dame-des-Landes », il sera légitime, puisque Vinci avait eu les autorisations pour l'aéroport, il sera légitime que Vinci se retourne en justice potentiellement contre l'État pour dire « j'ai quand même dépensé quelques dizaines de milliers d'euros, ça serait bien de me dédommager ». Ça, c'est légitime. La différence qu'il y a avec les tribunaux arbitraux, c'est à la fois le contenu et la façon dont les décisions sont prises. Le contenu, au fond, vous avez des entreprises qui peuvent attaquer des États devant des arbitres qui sont des avocats d'affaires, ce ne sont pas des magistrats, ce sont des avocats d'affaires, et qui vont arbitrer suivant non pas le droit français, ou le droit européen, ou le droit américain, ils vont arbitrer sur la base du droit de l'accord de commerce et d'investissement. Ce qu'ils regardent, c'est au fond, au regard des engagements qui avaient été pris et par l'Europe et par les États-Unis, du libre-échange, du droit très fort des investisseurs, au fond, est-ce que la décision publique interfère de manière légitime avec le commerce? Vous voyez bien que c'est un retournement d'approche. C'est plus d'abord l'intérêt général et l'intérêt privé au regard de l'intérêt général, c'est l'inverse. C'est un basculement complet au fond de l'approche. Et comment ça se traduit? Pourquoi on le dénonce? Parce que ça existe déjà. Quand Philip Morris, le grand cigarettier, demande des milliards de dollars de dédommagement au gouvernement australien, parce que le gouvernement australien a mis en place le paquet de cigarettes neutres, et que Philip Morris considère que la mise en place de cette politique de lutte contre le tabac va réduire ses ventes, et donc le gouvernement australien doit indemniser la multinationale pour les profits que la multinationale ne va pas réaliser. Quand des entreprises américaines, une entreprise américaine qui s'appelle Long Pine, attaque le gouvernement de la province du Québec et demande 250 millions de dollars de dédommagement parce que le gouvernement du Québec a mis en place un moratoire sur l'exploitation de gaz de schiste. Quand une société suédoise, Vattenfall, demande 4,7 milliards d'euros, 4,7 milliards d'euros au gouvernement allemand parce qu'il a pris la décision de sortir du nucléaire. Quand Veolia demande des indemnités au gouvernement égyptien parce qu'ils ont mis en place un salaire minimum qui ne correspond pas aux perspectives, au business plan de Veolia, notamment à Alexandrie. Vous voyez bien qu'on tombe sur un renversement, un transfert de souveraineté qui devient impossible sur les États. Bien sûr, les États ont le droit de passer des lois. Le contre-argument qu'on me donne en permanence, mais attendez, les États ont le droit de le faire. Ah oui, les États ont le droit, mais quand un État a potentiellement la pression que ça va lui coûter des centaines de millions d'euros, voire des milliards, de mettre en place une mesure de protection de la santé, de l'environnement, des droits sociaux ou de je ne sais pas quoi,
vous vous doutez bien que l'État, il commence à y regarder à deux fois. Donc au fond, l'objectif de ce système, c'est même pas à la limite d'aller jusqu'au tribunal. C'est d'exercer en permanence dans l'ensemble du processus d'adoption d'une règle ou d'une loi, d'exercer une pression en disant « Attention, si vous mettez ça en place, ça remet en cause mes intérêts, ça remet en cause potentiellement mes profits à venir, et je vous attaquerai. » C'est ça l'objectif. C'est de faire en sorte qu'il y ait en permanence une contrainte sur l'État. Et pire que ça, presque, parce que ça, je dirais, c'est presque la partie aval du processus, est prévu dans le traité transatlantique de mettre en place ce qu'on appelle un organe de coopération réglementaire entre les Européens et les Américains, où vous mettez des fonctionnaires en charge des règles, et où l'idée, c'est qu'ils interviennent en amont de l'adoption des lois ou des règles. C'est-à-dire que si une région, un État ou le niveau fédéral veulent prendre une décision qui potentiellement va remettre en cause les intérêts soit européens, soit américains, il doit envoyer son projet de loi, qu'il soit étudié par les régulateurs, toujours au regard des intérêts commerciaux des firmes et des investisseurs, et seulement après, une fois qu'il y a une forme de visa, ça va vers le législateur. Vous vous rendez compte, c'est un système qui est totalement dingue. Dans un monde aujourd'hui où les multinationales ont quand même acquis un pouvoir extraordinaire sur la régulation, regardez les firmes américaines, les multinationales américaines, combien elles payent d'impôts en Europe. Regardez Apple, Google, Starbucks, ils payent 1-2% d'impôts. Ça montre le poids qu'ils ont au regard de la fiscalité vis-à-vis de nos gouvernements. Donc leur donner le pouvoir d'intervenir en amont, au milieu et en aval des lois, c'est construire notre incapacité à décider de ce qu'on veut faire. C'est au fond construire notre impuissance politique. Alors ça paraît noir. C'est noir dans son dessin. Et c'est vrai que tu disais, c'est en totale opacité. Moi, je fais partie des quelques-uns qui ont accès aux documents de négociation. Je suis vice-président de la commission du commerce international. Vous pouvez quand même me tutoyer. De fait de ce statut, parce que je suis impliqué sur le dossier, j'ai accès aux documents de négociation. C'est le document sur lequel il est marqué les États-Unis et l'Union européenne se mettent d'accord pour tcha. J'ai accès à ça dans une chambre forte. Pour arriver dans cette pièce, on appelle une salle de lecture, je dois enlever mon téléphone, mes stylos, mes machins, mes trucs, tout objet qui permettrait de savoir. Je peux accéder à des milliers de pages déjà écrites de la négociation. Mais évidemment, Jadot tout seul, lisant des milliers de pages de textes juridiques, honnêtement, je le fais pour me faire plaisir, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire quand les Américains et les Européens négocient, ils sont des centaines de négociateurs. Parce qu'il y a le gars qui est spécialiste du transport aérien, l'autre des marchés publics, l'autre du juridique, l'autre du bazar. Bon, évidemment, c'est extrêmement complexe. Donc, Yannick Jadot tout seul, sans pouvoir, au fond, sans équipe, sans pouvoir garder les textes plus longtemps qu'une heure, j'ai pas la capacité d'évaluer ça. Mais moi, j'y ai accès. Vous, zéro. Mais le ministre du commerce français, le Premier ministre, le président de la République, si à Paris, ils veulent accéder aux documents de négociation, il faut qu'ils aillent à l'ambassade des États-Unis. Hollande, tout pro-TAFTA qu'il est, s'il veut le document de négociation, il faut qu'il aille à l'ambassade des États-Unis. Le truc est totalement dingue. Parce qu'au fond, c'est quoi leur crainte? C'est que vous vous en empariez. C'est ça le sujet. Parce que organiser une négociation qui touche à ce point à notre vie quotidienne, qui touche à ce point à notre capacité à organiser
pour mieux vivre, pour bien vivre la société dans laquelle on est. C'est évidemment une négociation qui nous touche au plus près et qui, évidemment, si les citoyens s'en emparent, on peut imaginer qu'ils n'ont pas exactement les mêmes intérêts que Volkswagen, que Veolia, que Airbus, ou que Monsanto ou Cargill. Donc leur grand sujet, quel a été le sujet de départ? C'est d'aller très très vite dans cette négociation. Moi je me souviens, même au départ, ils ont commencé à dire non, avant même qu'il y ait des documents qui mettent dans des salles de lecture, donc c'est chambre forte, parce qu'au départ, évidemment, quand ils commencent, ils n'ont pas le début d'un projet d'accord. Ils ont dit, on ne peut pas donner les documents, même le mandat de négociation, que les gouvernements européens, donc le gouvernement français, ont donné à la Commission européenne, même ce mandat-là, ils ont mis 16 mois à le publier. Au bout de 3 semaines, heureusement, il était sur tous les sites internet, des réseaux, parce que, voilà, on s'organise aussi pour que ça fuite. Mais, qu'est-ce qui a été le truc? C'est de dire, c'est le bluff. On va bluffer les Américains. On bluffait les Américains, on a lancé ça, c'était juin. Le mandat qui a été donné à la Commission européenne, c'était juin 2013. Juin 2013, c'est l'affaire Snowden. Snowden nous révèle que des millions d'Européens, nos dirigeants, nos institutions, sont espionnés par la NSA, les États-Unis. On apprendra plus tard que ça se fait en plus avec la complicité de nos services secrets. Mais au moment où, en plein scandale de la NSA, on nous explique qu'il faut bluffer les Américains, au fond, ce n'est pas les Américains qu'on veut tenir éloignés de ce qu'on pense de cette négociation. C'est évidemment les citoyens. Les citoyennes et les citoyens, encore une fois, parce que, au fond, c'est votre qualité, notre qualité de citoyen qui est menacée. On n'est pas au bout du chemin, heureusement. Cette négociation qui a été lancée, je l'ai dit, il y a 2 ans et demi, elle patine. Elle patine, et il faut être fier de nous, parce que si elle patine, c'est aussi grâce à nous. Une pétition à 3 millions de signataires. Quand ils ont fait, sous la pression, la Commission européenne a organisé ce qu'on appelle une consultation publique sur ces tribunaux arbitraux. Ils n'avaient jamais vu ça. 150 000 réponses. Je peux vous dire que c'était un questionnaire assez long, assez fastidieux. 150 000 réponses. 97% de non. C'est toutes les communes et les régions qui se sont déclarées zone hors TAFTA. Ce sont les syndicats, du côté américain comme du côté européen, qui ont dit leur critique par rapport à ça. Ce sont les associations de consommateurs. Ce sont même les organisations patronales allemandes des PME. On dit toujours les Allemands, ils veulent que de l'exportation. Non, les PME, ils disent, nous, ça ne nous intéresse pas cette affaire-là. Nous, les PME, on ne veut pas se faire bouffer le truc par les grandes firmes. Nous, on est là, on essaye de construire de la valeur ajoutée, de l'innovation, de la valeur ajoutée. Et pour ça, on préfère le marché européen à un grand commerce ultra-libéralisé transatlantique. Donc, au fond, cette mobilisation, elle fonctionne partout. Et la force de cette mobilisation, je crois, c'est aussi parce qu'elle ne s'inscrit pas dans un conflit entre l'Europe et les États-Unis. C'est pas le sujet, ça. On l'a vu sur Volkswagen. Les États-Unis, sur certains aspects, ont des normes plus contraignantes que nous. On pourrait parler de la transparence sur les activités bancaires. C'est plus sérieux aux États-Unis que chez nous. On pourrait parler des mécanismes d'autorisation des médicaments. C'est plus sérieux aux États-Unis que chez nous. On pourrait parler des marchés publics. Les marchés publics, c'est 18% de notre économie. En Europe, c'est un système qui se construit uniquement sur une approche libérale. Il faut que ce soit net du point de vue de la concurrence libre et non faussée. Quand les États manquent autant de capacité d'investissement, ne pas utiliser les 18% de l'économie qu'on peut orienter, c'est une folie. C'est une folie que les partenaires de l'Europe ne font pas.
Les États-Unis, vous le savez, il y a le Buy American au niveau fédéral, sur les secteurs stratégiques, et puis au niveau des États fédérés, ils ont plein de mises en place. 23% des marchés publics vont vers les PME. Vous avez même des États qui disent nous 100% de nos marchés publics vont vers les entreprises locales. Bref, il y a une pensée, il y a une intelligence de l'utilisation de l'argent public. L'un des principaux intérêts offensifs de l'Europe, c'est comme ça qu'on dit, c'est d'aller péter le système américain pour qu'il soit totalement sur un mode de libre-échange. C'est totalement absurde. Donc vous voyez que ce n'est pas l'Europe contre les États-Unis. Il y a plein de choses dont on peut être fier, au fond, qui sont, je l'ai dit, le résultat de nos combats démocratiques. Mais il y a aussi des choses intéressantes aux États-Unis. Et au fond, les citoyens américains qui se mobilisent sur le TAFTA le font pour les mêmes raisons que nous, pour conserver un espace démocratique. C'est ça le sujet. Le sujet du TAFTA, c'est qui décide de la régulation, qui décide des règles en société, et notre point de vue, c'est que ce sont avant tout les citoyennes et les citoyens qui doivent décider de la façon dont s'organise la société. Merci.